de ses sorties en public. Son entourage affichait calme et dignité, malgré sa hantise du pire. Le 7 décembre, la santé du roi s'est détériorée. Béhanzin souffrait, selon son médecin, d'une grippe bronchopneumonique. Accompagné de son fils Wanilo et 3 de ses épouses, le roi est transféré le lendemain à l'hôtel de Nice, devenu Tipaza à Alger. À l'aube du 10 décembre 1906, le roi Béhanzin décède suite à une crise d'urémie. Il sonnait 7h30. Le 11 décembre, le roi Béhanzin a été inhumé au cimetière chrétien Sainte-Eugène d'Alger, en présence de ses proches, du représentant du gouverneur général et d'une foule nombreuse de personnalités. Commence alors pour Wanilo une longue bataille juridique et politique pour obtenir de l'administration coloniale l'autorisation de transférer la dépouille du roi Béhanzin au Dahomey pour lui faire des obsèques dignes d'un grand roi. Ce sera chose faite en mars 1928. Je dois préciser que les Français ont veillé à ce que les obsèques se déroulent dans l'intimité familiale à Djimé, dans le palais privé du roi. Ils n'ont pas voulu qu'on fasse des cérémonies à Singboji. Malgré tout cela, ceux qui ont écrit, qui ont décrit le retour de sang ont dit qu'une foule immense est venue accueillir les restes du roi à Cotonou. Le train qui a transporté les dépouilles, les restes mortels du roi, de Cotonou à Gbomé, c'est-à-dire à Boycon, ce train-là, à chaque arrêt, depuis Cotonou jusqu'à Boycon, il y avait une foule qui se prosternait, le front de la poussière, pour saluer le retour du roi. C'est quelque chose d'émouvant et de grandiose. Que de mémoire Darwin n'avait jamais vu ça. Je dirais que le roi Béhanzin avait une idée, une pensée de son pays. Tout ce qui est vertueux de lui, je les adopte. Mais tout ce qui n'est pas vertueux, on va tout faire pour les effacer. Il a le courage, il est téméraire, il a la témérité, il affronte tout. Il n'a peur, sachant bien que les Européens ont des armes plus sophistiquées que les nôtres. Il a demandé à ses Amazones de foncer. Ce qu'ils ont fait, nous avons eu beaucoup de pertes en vie humaine, mais néanmoins, ça a démontré la bravoure de l'armée dahoméenne. Il est pour nous le héros. Le père d'Orgère a été exclu par le gouvernement français parce qu'il était trop près des Noirs. Le Béhanzin lui a offert la seule ricade en argent avec sa tête dessus.
Et j'ai retrouvé cette récate dans les montagnes de Toulon, qui a été transmise de génération en génération. Et la résistance de Béhanzin m'a toujours plu. J'ai trouvé que cet homme-là, il avait été, on l'a dénigré, bien sûr, il fallait bien le dénigrer, le roi requin, on l'appelait le roi requin, on disait, bon, et beaucoup de chefs militaires français ont trouvé sa valeur. J'ai entendu parler du roi Béhanzin alors que j'étais encore tout jeune. Ceux qui m'en parlaient, dans ma famille, dans mon entourage, m'en parlaient avec une certaine fierté. Le sentiment qu'avaient les Martiniquais, certainement à son arrivée, c'est le sentiment d'une redécouverte, d'une reprise de contact avec un continent dont ils avaient été séparés pendant très longtemps. Et tout d'un coup, il y a un personnage qui arrive dont on raconte qu'il a été un résistant face aux armées coloniales. Donc tout d'un coup, c'est aussi un sentiment de fierté. Mes parents ont vu Béhanzin. Et Béhanzin, tous les jours, allait à Fort-de-France. Béhanzin avait été adopté par la Martinique. Je sais en tout cas que c'est un homme qui a compté pour les Martiniquais. Nous considérions Béhanzin comme un homme éminent, comme un grand roi qui avait défendu son pays jusqu'au bout. En Europe, Béhanzin a été une figure qui terrorisait les Européens. C'est-à-dire, il a été l'un de ces Africains qui était capable de tenir tête comme un bon soldat, un bon chef d'armée, un commandant en chef à des armées européennes. L'idée d'un panthéon africain, dans cette vision des choses où l'on mettrait les grands fondateurs d'État, comme Soundiata Keïta, comme Shaka Zulu, nous avons les grands résistants à la colonisation, mais aussi les grands administrateurs d'État. Donc dans ce panthéon où il y aurait, je ne sais pas, peut-être une 50aine de personnes, certainement que Béhanzin figurait en très bonne place. Malgré l'éloquence des témoignages sur l'homme et sur ses hauts faits, des questions jusqu'ici sans réponse continuent de jeter une ombre sur la vie de Béhanzin. Le jeune prince avait-il réellement éliminé tous ses frères rivaux et prétendants au trône pour ne demeurer que l'unique héritier présomptif de son père, le roi Glélé? Béhanzin a-t-il vraiment fait tuer sa mère pour éviter à celle-ci de subir d'éventuelles représailles? Béhanzin a-t-il été trahi par son frère et chef d'état-major, le Gaou Gouchili? 100 ans après la disparition du souverain, ces interrogations demeurent et renforcent davantage l'énigme que constitue le roi Béhanzin.